Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux réactions acide-base. Dans un premier temps, nous allons voir que ce type de réaction est régi par ce qu'on appelle les principes d'équilibre, donc qui découlent de la thermodynamique, d'où la mise en place de constantes d'acidité pour expliquer ces phénomènes. Et puis, en dernière partie de vidéo, nous verrons comment effectuer concrètement des calculs de pH, chose qui est vraiment indispensable pour bien comprendre ce chapitre. Bon, commençons tout de suite par quelques définitions, en particulier l'acidité. Donc ce qu'on appelle l'acidité, bon, commençons dès à présent par quelques définitions. Déjà, l'acidité. Donc qu'est-ce que c'est l'acidité? Donc on a défini l'acidité, qu'on appelle le pH, comme moins le logarithme de l'activité des ions H+ en solution. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler d'activité. Donc il faut savoir que cette notion-là, d'activité, vous la verrez en deuxième année, en réalité, pour des concentrations suffisamment faibles, on va associer l'activité d'une espèce, donc ici un soluté, on va l'associer à sa concentration. Donc ici, en général, on utilisera plutôt la définition que le pH, c'est moins log, donc logarithme décimal, de la concentration de H+ en solution. Ok, donc ça c'est important parce qu'on va en parler beaucoup du pH dans ce chapitre, puisque ça va être le facteur qui va déterminer quelle espèce est prédominante. Bon, je ne vais pas en dire trop tout de suite. Donc ça c'était pour déjà fixer les idées, vous le saviez certainement. Donc deuxième point très important que je vais aborder dans ce chapitre, c'est pourquoi est-ce que je parle de principe d'équilibre. Donc, on ne pourra considérer dans le cas des réactions acide-base uniquement cet état d'équilibre dans la mesure où on a ici des réactions qui sont rapides. Donc retenez bien ça, les réactions acide-base sont rapides. Du coup, ce qui va nous intéresser, c'est quand ces réactions auront eu lieu, quel sera l'état d'équilibre qui va rester dans le système. Donc, pour étudier un état d'équilibre, ce qui va nous intéresser, c'est des données thermodynamiques. Voilà. Donc des données thermodynamiques, et en particulier ici, ce sera les pK. Mais je vais passer tout de suite à la deuxième partie pour vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on va faire à ce sujet-là. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'une réaction acide-base? Donc une réaction acide-base, pour qu'elle ait lieu, on a besoin d'un couple donneur-accepteur. Donc ça, la notion de couple donneur-accepteur est très importante en chimie des solutions, car elle va déterminer une grande partie des réactions. Donc en particulier les réactions acide-base et les réactions d'oxydoréduction. Donc ce couple donneur-accepteur, il faut qu'il s'articule autour d'une particule. La particule ici, qui va être échangée, c'est le proton. Alors, en général, vous allez l'écrire comme ça, H+. Alors pourquoi est-ce que je dis proton? Donc ça, peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que vous n'avez pas forcément fait le lien tout de suite, mais l'atome d'hydrogène, il est constitué majoritairement, parce qu'on sait qu'il y a aussi des isotopes, mais il est constitué majoritairement d'un proton et d'un électron qui gravite autour de ce proton. Donc a priori, si vous ionisez, ou si vous enlevez l'électron qui gravite autour du proton de l'hydrogène, il n'y a plus qu'un seul proton. Donc en fait, vous avez un petit proton comme ça qui se balade en solution et qui va être échangé entre différentes espèces. Donc c'est toujours le cas dans les couples acide-base. Si vous repérez que vous avez un proton échangé entre deux espèces, alors vous pouvez définir un couple acide-base. Donc une façon pratique pour considérer théoriquement le couple acide-base, c'est d'écrire une espèce AH qu'on va mettre en équilibre avec l'espèce A-. Donc là vous voyez qu'entre AH et A-, on a H+ qui va être relargué dans la solution, capté par de l'eau. Donc, en général, pour chaque couple comme ça, on peut établir une constante qu'on va appeler la constante d'acidité. Donc ça, c'est très important, la constante d'acidité. On va voir qu'on peut définir énormément de choses autour de ça. Donc cette constante d'acidité, je le rappelle, ça ne fait pas de mal, mais je le dis une deuxième fois,
c'est une constante thermodynamique, donc une constante qui va être valable à l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose de très théorique, c'est quelque chose qu'on a au bout d'un temps infini, voilà, donc c'est quelque chose qui est facile à étudier, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent dans la pratique. Donc, ici, ce sera vrai de considérer cet équilibre, encore une fois, parce que les réactions sont rapides. Donc, cette constante Ka, comment est-elle définie? Parce que ça, il faut vraiment vous poser cette question. Comment on définit Ka? Donc, on va la définir autour d'une réaction qui va être standardisée, qui est la suivante. Donc, AH plus H2O. Donc, H2O, ça va être ici, il va jouer le rôle d'une base, donc accepteur de protons. D'accord? Et là, AH va jouer le rôle de donneur. Autrement dit, AH va être l'acide, et ça va être la base qu'on va trouver dans le milieu. Donc ça va être une réaction ici que je vais écrire qui est théorique. Plus H3O+. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ion oxonium. Okay? Donc en fait, H3O+, c'est exactement comme H+, en solution. Juste si vous laissez H+, dans une solution de H2O, H+, ne va pas se balader tout seul. Il va souvent aller sur un oxygène, et ensuite, il y a un autre H+, qui va être libéré, et ainsi de suite. D'accord? Donc là, ici, vous avez ce qu'on appelle les deux membres du couple acide-base. Et là, vous avez ici le solvant qui vient faire la réaction. Bon. Donc, évidemment, pour faire une réaction acide-base, il nous faut deux couples acide-base. Mais là, ici, cette réaction-là va nous permettre de définir le Ka de ce couple-là. Et ce Ka va être propre à ce couple. Okay? Donc, il n'y a aucun couple acide-base qui a exactement le même Ka qu'un autre couple acide-base. D'accord ? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ici, on peut écrire, par exemple, l'expression du Ka. Donc, ici, le Ka, en fait, ça va être le quotient réactionnel à l'équilibre de cette réaction que j'ai écrite au-dessus. Donc, ici, ce sera... Alors, je vais l'écrire en concentration, mais il faut savoir que c'est comme tout à l'heure, c'est des activités. Ici, je fais une approximation. Donc, la concentration à l'équilibre de A-, dans la mesure où ici, j'étudie des équilibres, hein, multiplié par la concentration en H3O+, divisé par la concentration de l'acide qui ne s'est pas dissocié. Donc le terme dissociation, hein, ça vient du fait qu'ici, on a AH, donc a priori, on a le proton qui est associé avec l'acide, et sur la forme basique, on l'a dissocié. Donc on parlera souvent de dissociation pour les acides. Donc voilà comment on définit cette constante K. Donc là, ça je vous invite vraiment à vraiment vous souvenir de ça, hein, c'est très important. Bon, donc par rapport à cette expression qu'on vient de définir, on va voir quelles équations on peut obtenir. Dont une qui sera très pratique et que je vous déconseille d'ailleurs d'apprendre par cœur, mais dont il faut se souvenir la démonstration. Donc c'est sur cette formule du K, je vais passer au logarithme. Donc ici, je vais faire moins log, je vais faire moins logarithme si on veut, moins log de K, et puis je vais voir ce que ça donne. Donc ça nous donne moins log ici de tout ça. Bon, je sais que sur un logarithme, là ici j'ai une multiplication, donc je peux additionner les logarithmes. Donc ça va faire moins log de A moins sur AH. Donc évidemment à l'équilibre. Bon, je peux omettre ici à l'équilibre, bien entendu, c'est vrai que à l'équilibre. En général, ici, on les prendra directement à l'équilibre. Et ici, moins log de H3O+. Donc là, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur H3O+, c'est que H3O+, c'est pareil que H+. C'est juste une façon de l'écrire qui est plus réaliste par rapport à la nature chimique de H+ dans l'eau. Donc ici, je reconnais l'expression du pH. Autrement dit, je vais réécrire tout ça. Ici, j'ai moins log de K, quelque chose que je vais appeler logiquement, vous voyez là, j'ai appelé ça le pH. Bon, ça ici, je vais appeler ça le pK. Et je vais obtenir que le pK, finalement, je vais essayer d'écrire ça correctement, c'est égal au pH moins le logarithme décimal de la forme basique sur la forme acide. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dû rencontrer, mais on va voir que ça veut dire quelque chose de très précis. Hein. Je vais reformuler un tout petit peu. Peut-être que c'est comme ça que vous avez cette formule écrite dans votre cours. Logarithme de A- sur AH. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que
ici, on reconnaît le pH, autrement dit une grandeur du milieu chimique qu'on est en train d'étudier. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une donnée thermodynamique, donc quelque chose qui est en rapport avec les différentes énergies des espèces en présence. Et là, on a les concentrations des espèces. Donc ça veut dire que les concentrations des espèces en solution, elles sont déterminées par une donnée thermodynamique. Donc voilà en fait la relation entre ces deux espèces. Hein. Donc une donnée thermodynamique plus une donnée correspondant au milieu. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir traduire ça? En général, on fait un schéma. Donc ici, on voit que le paramètre déterminant, ça va être le pH. Donc ce pH, c'est ce qu'on va trouver dans le milieu. Donc je peux mettre une échelle en pH. Ici, qu'est-ce qui va discriminer entre A- et AH? Ça va être le pKa. Donc le pKa, voilà, je vais le mettre sur l'échelle de pH. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si mon pH est plus grand que mon pKa, important, il faut bien comprendre ça. Si mon pH est plus grand que mon pKa, bon, ça veut dire que ici, pH moins pKa est positif, vu que mon pH est plus grand. Hein. Donc du coup, mon log est positif, ça veut dire que A- est plus concentré que AH. Okay, vous comprenez un petit peu la mécanique qu'il y a derrière tout ça? Donc en fait, là, pour un pH supérieur au pKa, je vais trouver A- en prédominance. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas de AH en solution, ça veut dire que je suis au-dessus de la concentration de AH. Donc si je fais A- divisé par AH, je vais avoir un rapport qui sera supérieur à 1. D'accord? Donc ici, j'ai A- qui prédomine. Et alors évidemment, si on fait l'opération inverse, on se rend compte que là, c'est AH qui prédomine. Autrement dit, ma forme acide, elle est prédominante en solution jusqu'au pKa. Et ensuite, c'est A- qui prédomine. D'accord? Bon, en général, vous aurez entendu, certainement à plusieurs reprises, le critère de pKa plus 1, pKa moins 1. Donc vous ferez le calcul dans cette formule. En fait, ça revient à dire pH moins pKa égale 1. Donc en fait, log de la base sur l'acide égale 1. Si le log décimal est égal à 1, ça veut dire qu'il y a un facteur 10 entre les deux. Donc dans la pratique, en prépa, souvent, on prend un rapport 10 entre les concentrations pour dire que c'est prédominant. Dernier commentaire qu'on peut faire par rapport à ce graphe, c'est un point particulier, à savoir le point où pH égale pKa. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient? Si pH égale pKa, donc c'est ce point ici, là, alors j'obtiens que la concentration en A- est égale à la concentration de AH. Donc là, vous aurez compris que si on a envie de déterminer le pKa d'un couple, il faut qu'on s'arrange pour avoir les deux espèces de ce couple en concentration égale dans le milieu. Alors, dans ce cas, je fais une mesure de pH et j'obtiens directement le pKa. Donc vous verrez que ça sert dans certains dosages, qui sont un outil assez pratique pour déterminer des grandeurs thermodynamiques de cet ordre. Alors, dernier couple peut-être un peu particulier, mais dont vous allez énormément parler, c'est le couple acido-basique H2O, HO-. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si on étudie le Ka, bon, on va l'appeler le Ke, puisqu'on est sur de l'eau. C'est le seul couple où ce sera un peu spécial. Hein. Mais si on étudie le Ke de ce couple, bon, on se rend compte que la réaction standard qu'il faut écrire ici, c'est 2H2O donne HO- plus H3O+. Donc cette réaction, alors je dis qu'elle est un peu spéciale parce qu'en général, on va appeler cette réaction l'autoprotolyse de l'eau. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau, alors attention, il ne faut pas surinterpréter ce que je dis, hein, mais l'eau n'est pas stable. Donc elle n'est pas stable. On a une constante de réaction ici, Ke, qui vaut 10 exposant moins 14. Donc si, en fait, elle est très très stable et il n'y a aucun souci. Mais ce qui se passe, c'est quand on met de l'eau, quand on a un récipient d'eau, on a toujours des ions HO- et des ions H3O+, qui sont formés automatiquement. Donc avec une constante ici, qu'on pourrait qualifier de assez faible. Bon, donc on va voir que dans la pratique, ça a quand même une importance. Imaginons un cas particulier, donc de l'eau pure. Donc si je prends le cas de l'eau pure, j'ai qu'une seule réaction en solution qui va se dérouler. Donc si je veux étudier ce cas de l'eau pure, je vais juste avoir la réaction que j'ai écrite au-dessus. D'accord? Qui va avancer à raison de 10 moins 14. Donc ici, si j'écris le Ke, ça va valoir l'activité des ions qui sont solvatés divisé par l'activité de H2O au carré. Bon, l'activité d'un liquide, on sait que c'est 1. Donc ici, en fait, mon Ke, il va valoir HO- à l'équilibre, H3O+ à l'équilibre en concentration. Hein.
Et donc ça a un truc, ça a une application extrêmement importante. Ça veut dire que dans toutes les solutions aqueuses, et vraiment toutes, on a la concentration de H au moins multipliée par la concentration de H3O+, qui est constante. Constante, fixée par la thermodynamique. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui est immuable. Et ça vaut 10 exposant moins 14. Donc ici, une remarque qu'on peut faire, c'est dans le cas de l'eau pure, donc, qui était le modèle que j'avais pris hein, pour détailler ce calcul. Dans le cas de l'eau pure, on se rend compte que on a autant de H- formé que de H3O+. Donc là, on se retrouve avec une deuxième hypothèse qui est que H- est égal, la concentration hein, de H- à l'équilibre est égale à la concentration d'H3O+. Et ça, vous l'aurez compris, on trouve H3O+ égale 10-7, d'où pH 7 en fait. Hein, c'est de là que ça vient, le pH 7. Donc le pH de l'eau pure, il est dû, on peut le calculer grâce à cette réaction qu'on appelle l'autoprotolyse. Donc dernière partie de ce cours, les calculs de pH. Donc c'est quelque chose qu'on va vous demander de faire assez tôt. Donc là je vais vous présenter deux exemples. Donc un premier exemple sur ce qu'on appelle l'acide sulfureux. Je ne fais pas d'erreur, hein. Ce n'est pas l'acide sulfurique, c'est l'acide sulfureux ici. Donc l'acide sulfureux H2SO3. Je ferai remarquer que l'acide sulfurique c'est H2SO4, ça change tout. Hein. Et puis sur l'acide éthanoïque, qu'on appelle aussi l'acide acétique. Donc, je vais le noter de façon concise. Donc, ces acides, ici H2SO3, MECOH, sont en équilibre en solution avec des formes basiques, comme on a dit tout à l'heure, avec ici on avait parlé de A. Donc, ces acides sont en équilibre avec des formes basiques, et donc ils ont tous un pKa respectif. Donc, on va étudier ce qui se passe quand on met un acide en solution, qu'il se dissocie, et donc on a une variation de pH en solution. Donc commençons par le premier exemple, l'acide sulfureux. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, c'est rappeler le pKa. Donc ce pKa, donc ici qui est assez faible, est de 1,8. Donc qu'est-ce que ça veut dire le pKa est faible? Si vous vous souvenez du graphe de tout à l'heure, je le rappelle rapidement, hein. Si vous vous souvenez du graphe tout à l'heure, avoir un pKa faible, ça veut dire avoir une base qui prédomine sur un domaine plus grand, tout simplement. Si votre pKa ici c'est 1,8, imaginons que ça soit la base conjuguée de l'acide sulfureux. Hein. Donc si vous avez un pKa de 1,8, ça veut dire que votre acide, sachant que l'eau, on sait que ça va de 0 à 14, votre acide, vous allez le trouver dans l'eau par là, en prédominance, et tout le reste du temps, ce sera la base. Donc ça veut dire que la base est bien plus stable que la forme acide. Autrement dit que le proton, c'est très facile de le faire partir de la forme acide. D'accord? Donc ici, ce sera le cas. On a un acide donc, qu'on peut appeler acide fort. Donc ça, c'est très important. Donc acide fort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va avoir tendance à se dissocier facilement dans l'eau. Donc, j'ai pris un exemple qui marche bien pour vous montrer le comportement d'un acide fort et les hypothèses qu'on peut faire quand on fait le calcul du pH. Donc ici, allez, on se lance dans le calcul. Donc évidemment, première étape, si on veut faire un calcul de pH, on a besoin d'écrire la réaction qui se produit en solution. Donc ici, la réaction, c'est l'acide sulfureux plus, bon là si vous avez suivi, vous savez que c'est H2O, puisqu'on va écrire la réaction standard pour avoir une première équation qui va être l'équation du Ka, donne HSO3- plus H3O+. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette équation? Bon, on a une concentration ici qu'on peut appeler C. Donc je vais poser cette concentration C, on va la prendre égale à 10-4 mol par litre. Donc ici, on a C à l'instant initial, d'accord? 0 ici à l'instant initial. Donc là, c'est le moment où je mets l'acide en solution. Je ne suis pas à l'équilibre, là, je suis à l'instant initial, d'accord? Et puis, à l'instant final,
Donc pour un acide, on a dit, enfin pour une réaction acide-base, on a dit que c'était l'équilibre. Bon, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que je peux avoir 0 acide à l'instant final? Non, parce qu'on sait que ces espèces elles sont en équilibre. Donc ça veut dire que les deux existent en solution. Donc là ici, vu que je suis dans le cas d'un acide fort, je vais considérer que H2SO3 se dissocie complètement. Donc je vais appeler ça epsilon, je vais dire c'est epsilon une concentration très faible. Et puis ici j'ai quand même une quantité, c'est à peu près C la quantité qui a réagi, donc en fait ici je devrais mettre C moins epsilon, si je veux être tout à fait exact, pour qu'il y ait conservation de la matière, hein, entre les espèces soufrées ici. Mais dans la pratique, je vais juste mettre C, et ça ne changera pas grand-chose parce que epsilon est tout petit. Et donc H3O+, logiquement, là, ici on a les proportions stéchiométriques, donc on a aussi la concentration C. Donc ça, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que finalement, j'ai le cas ici qui va me donner une équation, et puis j'ai une seule inconnue, epsilon. Donc à partir du moment où j'ai trouvé epsilon, j'ai résolu mon système. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc ici, le Ka, ça va être égal à C carré sur epsilon, d'où epsilon égale C carré sur Ka. Bon. Donc ici, si on fait l'application numérique, on sait que la concentration C elle est de 10,4 mol par litre. Ici, mon pKa il est de 1,8. Autrement dit, ça me fait 8 moins 1,8. Donc on a du 10 exposant moins 6,2 mol par litre pour epsilon. Donc ça, qu'est-ce que je vais en faire? Bon. Donc, on va essayer de vérifier cette hypothèse de acide fort. Voilà, parce que sinon, ça ne sert à rien de calculer epsilon. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque un truc assez important, c'est que HSO3- donc en concentration vaut C, donc 10-4 mol par litre. Et H2SO3 en concentration, donc à l'équilibre bien entendu, et ici dans ce chapitre tout est à l'équilibre, 10-6,2 mol par litre. Autrement dit, on est en train de dire que cette forme-là est prédominante. Prédominante parce qu'on a quand même une concentration qui est supérieure à 100 fois supérieure. Donc on a de la marge. Donc ça veut dire que si je me place, hein, pour vérifier tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais si je me place sur un axe de pH, encore une fois, que je place mon pKa, je dois me trouver dans quel domaine? Logiquement, je dois me trouver dans le domaine des bases. Bases prédominantes. Donc on va le vérifier tout de suite. Mon pKa c'est 1,8. Et là, ici, comment je peux trouver mon pH, à votre avis? Tout simplement, on va faire appliquer la formule, moins log de H3O+. Donc ici, pour trouver le pH de mon système, je vais m'intéresser à la concentration d'H3O+. Et ici, on sait que c'est C. Donc c'est aussi 10 exposant moins 4 mol par litre. D'accord? Donc cette concentration C de 10-4 mol par litre, si je fais moins log de cette valeur, ça va me donner 4. Donc je suis au niveau du pH ici. Autrement dit, je suis bien du côté des bases. Ça va, ça, vous avez bien compris cette partie-là? Donc à chaque fois qu'on va vous demander, imaginons que vous sentiez que l'acide ici va se dissocier. Voilà, pour des raisons de concentration, pour des raisons de pKa. Vous sentez que cet acide va se dissocier. Vous pouvez faire l'hypothèse que c'est un acide fort. Vous trouvez ici les concentrations de toutes les espèces en solution dans le cadre de l'hypothèse que vous avez formulée. Et ensuite, vous montrez bien que vous êtes dans le domaine des bases et qu'il y a ici bien la forme basique qui prédomine dans le cas d'une dissociation totale. Bon. Donc ça, c'est le premier exemple. Je voudrais faire un deuxième exemple avec vous avant de terminer cette vidéo. C'est l'exemple de l'acide éthanoïque. Et là, vous allez voir que ça va être l'hypothèse inverse qu'on va faire. Et c'est tout aussi efficace. Donc dans le cadre de l'acide éthanoïque, donc je ne dirais pas que c'est un acide vraiment, enfin c'est pas un acide très faible, c'est un acide relativement faible par rapport à celui qu'on a étudié avant. Donc ici, si je m'intéresse au couple MECOH, bon là vous l'aurez compris, MECO-, c'est toujours le même principe, c'est un échange d'H+.
Donc ici, je peux définir un pKa, et ce pKa est égal à 4,8. Donc vous voyez que là, on est un peu au-dessus de ce qu'on a étudié juste avant. Donc qu'est-ce que ça va changer? Donc là, ici, je vais prendre une concentration nominale de 10 mol par litre. Donc, en concentrant comme ça cet acide, je vais faire en sorte de mettre beaucoup d'acide, beaucoup de la forme acide en solution. Et on va voir que ça a une application hein, sur la dissociation de l'acide. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez étudier, qui s'appelle la loi de dilution d'Oswald. Plus vous diluez, et plus l'acide a tendance à se dissocier. Ici, je fais exprès de le concentrer un petit peu, et comme ça, on va pouvoir faire une hypothèse où on a une dissociation faible. Et vous verrez, on aura un résultat qui sera probant. Donc, ici, je vais faire comme si l'acide était faible. Donc, autrement dit, une dissociation faible. Et puis, ensuite, on verra si c'est vrai en vérifiant comme tout à l'heure. Donc, écrivons tout de suite la réaction. Hein. Donc, comme d'habitude, on le fait réagir avec H2O. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, ici, une concentration nominale C, comme tout à l'heure. Ici, peu importe. 0 au début. Donc ça, c'est dans les conditions, initialement, quand je le mets en solution. Et ensuite, on a l'équilibre qui se fait immédiatement. Donc ici, à l'équilibre, je mets directement équilibre. Bon, qu'est-ce que j'ai? Tout à l'heure, on avait placé epsilon comme petite quantité. Bon, on va réemployer cette notation. Ici, on dit l'acide est faible. Donc faible dissociation. Bon, C moins epsilon. Allez, vous l'aurez compris, je vais mettre C. Je ne vais pas laisser 0. Je vais dire qu'une petite quantité ici, epsilon, s'est formée. Bien, alors ça c'est toujours en équilibre avec le K. Et le K ici, on a dit qu'il valait 10 exposant moins 4,8. Donc, je vais faire la résolution. Ici, j'ai qu'une seule inconnue, une équation, pas de problème. Donc ici, in fine, on a epsilon qui va être égal à la racine de K fois C. Bon, et ça, est-ce qu'on peut résoudre facilement? Ici, on a 4,8. Là, on a 10 exposant moins 2. Donc on trouve que epsilon est égal à 10 exposant moins 3,4. Hein. Voilà, je vous laisse faire le calcul. Donc c'est des moles par litre, bien entendu, puisqu'on parle ici de la concentration de l'espèce ici, de la base et de H3O+. Bon, vous voyez que là, on va faire exactement la même chose que tout à l'heure. On va essayer de montrer qu'on est dans le bon domaine de pH pour considérer que la forme acide est encore prédominante. Hein. Donc je vais écrire ici les concentrations de façon à ce que ce soit vraiment clair. La concentration en acide éthanoïque, c'est C. Donc elle est à peu près égale à 10 exposant moins 2 mol par litre. La concentration en base conjuguée, elle est de 10 exposant moins 3,4 mol par litre. Et qu'est-ce qui me reste? Évidemment H3O+. H3O+, qui va me permettre de déterminer le pH de la solution. Donc H3O+, lui, il est aussi concentré 10 exposant moins 3,4 mol par litre. Ok, donc si je fais, comme d'habitude, mon graphe, pour déterminer les espèces dominantes, je me rends compte que, plaçant le pKa ici à 4,8, là, j'ai mon pH. Bon, vous voyez qu'on est bien du côté des formes acides. Donc ici, pas de problème. On retrouve que l'acide éthanoïque prédomine sur la forme, la base conjuguée, hein, sur l'éthanoate. Donc, pas de problème. On a fait la bonne hypothèse pour résoudre cet exercice. Donc peut-être que vous aurez quelques difficultés au début à formuler les hypothèses efficacement. Peut-être que vous allez vous dire « Ah, ça s'appelle acide éthanoïque, alors je vais considérer que c'est une dissociation totale. » Bon, c'est pas très grave si vous n'avez pas tout de suite les bons réflexes, mais pensez à vérifier toujours les hypothèses que vous faites. Ici, ma phase de vérification, c'est la forme acide prédomine sur la forme basique. C'est bon, je valide. Donc mon hypothèse était… a priori, mon hypothèse n'était pas stupide au début.
Dans cette vidéo, on a vu des rudiments de chimie des solutions, hein, mais vous avez déjà assez de connaissances maintenant pour traiter la plupart des exos sur les réactions acido-basiques. Donc je vous invite à vous entraîner parce que dans la suite de votre programme, vous aurez énormément de choses sur la chimie des solutions et c'est très important de bien maîtriser ça. Merci, à bientôt.